Très bien, les amis, bon lundi. Évidemment, le Super Bowl a eu lieu hier soir. Sans surprise, Taylor Swift n'est pas venue avec Blake Lively, mais elle s'est fait huer et ça, c'était une surprise. Cela doit forcément marquer une nouvelle ère pour elle. Je blâme totalement Ryan Reynolds. Je vais vous expliquer pourquoi. Aussi, en parlant du diable Deadpool, vous n'allez pas le croire, mais ses sentiments concernant la création de Mr. Le personnage Nispool, alias Justin Baldoni, a vu ses sentiments capturés et enregistrés dans un livre. Il a expliqué pourquoi il avait créé ce personnage, et c'est extrêmement sombre. C'est vraiment sombre de lire ça. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Aussi, Tucker Carlson a dit quelque chose qui n'aurait absolument pas dû offenser qui que ce soit, mais ça a été le cas. Donc, on va en parler. Et j'ai une mise à jour incroyable pour ceux d'entre vous qui attendent ma tournée en Australie. Tout cela arrive dans Candace. Très bien. Alors, avant le Super Bowl, mon producteur a eu cette idée que Taylor Swift pourrait y assister avec Blake Lively. Il disait, c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment voir. Et moi, je disais, il n'y a absolument aucune chance. Il n'y a même pas une chance négative que Taylor Swift se pointe avec Blake Lively et Ryan Reynolds. Il faut juste vous sortir ça de la tête parce qu'elle a prouvé maintes et maintes fois, peu importe ce que vous pensez d'elle, que vous l'aimiez ou la détestiez, elle accorde énormément d'importance à l'opinion du public. C'est tout simplement un fait. Que vous pensiez que c'est une bonne chose qu'on puisse en quelque sorte influencer ses amitiés. Il y a eu plein d'exemples de cela, n'est-ce pas? Avant tout, Matt Healy. Tout le monde a oublié Matt Healy. Elle était vraiment très investie là-dedans pendant quelques semaines, un mois ou peu importe, jusqu'à ce que ses fans disent non, et ça lui tenait tellement à cœur. Il avait été surpris dans un podcast en train de dire quelque chose à propos d'Ice Spice, et ensuite elle est devenue amie avec Ice Spice parce qu'elle s'est dit « Je ne peux pas laisser passer ça ». Et elle a quitté Matt Healy. Puis, bien sûr, il y a eu, de façon notoire, le scandale Kanye West à propos de la fameuse parole. Ils étaient, soi-disant, les meilleurs amis du monde. Ils ont eu un appel téléphonique pour discuter de la parole. Le public a entendu la parole, a paniqué, n'a pas aimé la parole. Tout à coup, Taylor Swift a fait comme si elle n'était pas d'accord avec quoi que ce soit ou elle n'a pas mentionné l'appel téléphonique. Mais on sait que ce n'était plus bon pour son image et elle est passée à autre chose. Maintenant, il y a Blake Lively et elles sont amies depuis 10 ans. Et je vous le dis, je savais avant le Super Bowl, marraine ou pas marraine, qu'elle jetterait les filleuls avec l'eau du bain. C'est juste un fait, d'accord. Maintenant, je pensais qu'elle allait venir avec les Kansas City Wags, les épouses et les petites amies, et peut-être la femme de Jason Kelce, mais elle ne l'a pas fait. Elle a fini par y assister à nouveau avec Ice Spice, avec qui elle est allée au Super Bowl l'année dernière. Les sœurs Haim ou Haim, je ne sais toujours pas qui elles sont, mais elles traînent beaucoup avec elle. Je prends de l'âge, je n'ai pas besoin de savoir qui est tout le monde dans la culture. Je sais juste qu'elle est amie avec elle. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans l'arène. Mais la grande nouvelle à laquelle personne ne s'attendait, c'est qu'elle s'est fait huer. Taylor Swift s'est fait huer. Je ne pense pas avoir jamais vu un extrait depuis le début de sa carrière où elle se fait huer. Alors, regardons ça. Bon, d'abord, un petit clin d'œil à Ice Spice. Je préfère largement ce look sur elle que celui qu'elle avait l'année dernière. Elle a l'air bien mieux. Je ne veux jamais être une rageuse. Ensuite, on voit bien qu'elle est assez surprise par ça. Beaucoup de gens ont apprécié. Je pense que, quoi qu'il arrive, se faire huer dans un stade, ça ne fait jamais plaisir. Tu sais, une petite partie de moi se sent vraiment mal parce que c'est super embarrassant. Comme je l'ai dit, peu importe à quel point tu es célèbre, riche ou sûr de toi, se faire huer comme ça, dans un stade, c'est embarrassant. C'est juste comme ça. Et je pense que ça soulève beaucoup de questions plutôt que de voir les gens débattre ou dire « je suis pour Taylor, contre Taylor ». C'est un moment culturel qui mérite d'être discuté. C'est pourquoi la question se pose. Pourquoi Taylor Swift a-t-elle été huée? Elle sort tout juste de sa tournée Eras. Elle est, on peut le dire, l'une des 5 personnes les plus célèbres au monde. Et certains se sont précipités pour dire « oh, c'est juste la nature du football ». Non, n'utilisons pas cette excuse. Ce n'est pas parce que c'est du football. D'accord, elle était au Super Bowl l'année dernière. Elle était en plein milieu de sa tournée Eras quand elle était au Super Bowl l'année dernière et elle n'a pas été huée. Elle a aussi suivi les Kansas City Chiefs sur le bord du terrain. Et évidemment, la NFL l'a mise en avant tout au long de la saison et elle n'a pas été huée. Certaines personnes disent « eh bien, c'est à cause de la politique ».
Eh bien, cela n'a pas de sens non plus parce que Donald Trump était là, d'accord? Et il a reçu une ovation retentissante malgré le fait que des gens ont des opinions très tranchées contre lui. Et vous savez, bien sûr, partout où il va, il y a toujours une chance que certaines personnes ne l'aiment pas. Donc, je n'accepte aucune de ces excuses et je pense qu'il se passe autre chose. Et je pense que ce qui pourrait se passer, c'est que le monde commence à ressentir une certaine lassitude envers Taylor Swift. D'accord? Et cela est en partie dû à ce qui se passe avec Justine Baldoni et elle. Elle a beaucoup fait la une de la presse à propos de cette situation incroyable de harcèlement. Et même si on ne peut pas dire que Taylor Swift est coupable, n'est-ce pas? Elle fait tout pour signaler aux médias, en gros, je ne parlerai plus jamais à Blake Lively. S'il vous plaît, ne m'entraînez pas dans ce procès. Je le fais. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à émerger à propos de Taylor Swift, et j'appellerais ça presque la marque contre la personne. Et je suis vraiment curieux d'entendre l'avis des Swifties là-dessus parce que, comme je l'ai dit, les Swifties veulent vraiment aller au fond de cette affaire Justine Baldoni et comprendre quel a été le rôle de Taylor Swift. Ils ne sont pas impulsifs en ce moment. Ils ne sont pas du genre à dire, eh bien, tu sais, Blake s'est juste servi d'elle. En fait, les gens n'aiment pas l'excuse selon laquelle Taylor Swift dit une fois de plus qu'elle a été utilisée, n'est-ce pas? Je pense que les gens se demandent, par exemple, dans quelle mesure la marque Taylor Swift, cette gentille fille qui aide les autres, est authentique. Une autre question évidente est pourquoi était-elle aussi proche de Blake Lively et Ryan? Parce que peu importe si nous savons dans quelle mesure elle a contribué à cette affaire ou si nous obtenons des réponses sur la mesure dans laquelle elle a contribué à cela, nous pouvons tous nous poser une question réaliste qui est « D'accord, pourquoi étais-tu ami avec ces monstres ?» Nous sommes tous d'accord pour dire que Ryan Reynolds est un monstre et vous allez penser encore pire de lui quand je vous montrerai ceci, quelque chose qu'il a écrit. Ou plutôt, il a été enregistré comme disant dans ce livre à propos de Justine Baldoni. Belle piscine. Mais vous êtes la compagnie que vous fréquentez. D'accord, vous connaissez la personnalité de Blake Lively. Vous connaissiez la personnalité de Ryan Reynolds. Il y a une raison pour laquelle, la première fois que Ryan Reynolds échange des textos avec Justine Baldoni, il mentionne votre nom. Vous n'avez cessé de dire à quel point vous êtes proche d'eux, à quel point vous les aimez, à quel point vous les adorez. Vous avez dit oui quand ils vous ont demandé d'être la marraine. Je ne peux pas accepter que vous ne saviez pas que c'est ainsi qu'ils se comportaient. Je n'accepterai pas ça. Je pense que c'est un élément de tout ça. Et puis, cela t'amène, je pense, à te demander, d'accord, est-ce que tous les ex ont vraiment été si terribles avec Taylor Swift? Est-ce que Calvin Harris mentait quand il disait qu'elle agit dans l'ombre? Je résume, mais en gros, il disait « Je connais tes méthodes ». Tu utilises les médias pour t'en prendre aux gens. Tu te souviens de ce moment où Icar a failli voler trop près du soleil avec Taylor Swift et où Calvin Harris a dit certaines choses. Mais à ce moment-là, le monde n'était pas prêt à entendre ça et il s'est fait attaquer pour avoir dit ça. Genre, oh mon Dieu, comment a-t-il pu faire ça? Et il disait en gros qu'elle joue un jeu médiatique. Est-ce que les gens commencent à revenir là-dessus et à reconsidérer ça? Est-ce qu'elle est vraiment toujours simplement utilisée et traitée de façon terrible? Ou devrions-nous accepter certaines des paroles de ses chansons quand elle nous dit qu'elle est l'autrice de beaucoup de tout ça, qu'elle contrôle les choses en coulisses? Est-ce que ce n'est que de l'art? Est-ce qu'elle utilise simplement l'art et s'imagine comme ce personnage? Ou bien Taylor Swift est-elle un empire médiatique qui est capable de diffuser un récit sur différents sujets? Et ces récits ne sont parfois pas toujours en accord avec la vérité. Est-ce que les gens commencent à ressentir une lassitude vis-à-vis de Taylor Swift? C'est la question que je me pose. Et mon producteur s'est penché sur ce sujet, sur la présentation qu'elle donne d'elle-même par rapport à la réalité de ce qu'elle pourrait être. Mon producteur a souligné quelque chose d'extrêmement intéressant que nous aurions dû remarquer et discuter auparavant. En 2016, et c'est bien connu, Kesha a accusé Dr. Luke d'abus sexuels et il y avait cette image d'elle qui était placardée partout. C'était au tout début du mouvement MeToo. On la voyait au fond d'une salle d'audience en train de pleurer lorsque le juge a décidé qu'elle ne pouvait pas simplement, vous savez, abandonner son affaire, rompre son contrat avec Sony. Et lui, je pense que Dr. Luke possédait 6 albums, elle ne les avait pas encore livrés. Et elle pleurait. Et juste cette photo, sans que les gens connaissent vraiment les faits de l'affaire, a provoqué des réactions chez les gens. Et soudain, toutes ces célébrités ont commencé à faire des dons pour ses frais juridiques. Et l'une de ces célébrités, d'ailleurs, était Taylor Swift. Elle est immédiatement intervenue en 2016 et a fait un don de 250 000 $. Et elle a demandé à son équipe de faire une déclaration publique. Un représentant a déclaré, je cite, « En signe de soutien, Taylor Swift a fait don d'1/4 million de dollars à Kesha pour l'aider à subvenir à ses besoins financiers durant cette période difficile. » D'accord? D'accord. Très bien.
Et je veux aussi préciser que ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. En 2013 déjà, et d'ailleurs, je le dis encore aujourd'hui, je crois que c'est vraiment arrivé à Taylor Swift qu'elle disait la vérité à 100%. Vous vous souvenez de ce type de la radio, bizarre et glauque, qui lui a attrapé les fesses? Et vous pouvez le voir ici. Et il n'y a vraiment aucune chance qu'elle ait traîné ce type au tribunal pendant 4 ans si cela n'était pas arrivé. Elle a pris position et a dit que c'était inacceptable. Elle l'a maintenu devant les tribunaux pendant 4 ans. En 2017, elle gagne le procès pour $1 parce qu'elle voulait simplement faire passer un message sur le fait que ce qu'il avait fait n'était pas acceptable. Très bien. Et ensuite, elle a décidé de faire un don en plus de cela en 2017 aux victimes d'agression. D'accord. Voici le titre dans Reuters. Taylor Swift fait un don à un groupe de victimes d'agression après avoir gagné son procès pour attouchement. Très heureux d'entendre cela. Alors, ça nous fait tout de suite dire, d'accord, mais attends une seconde. Si c'est ainsi qu'elle réagit face à une agression sexuelle, tu veux me dire que elle a ensuite une très bonne amie depuis maintenant 10 ans, d'accord? 10 ans, elle et Blake Lively sont amies. Et sa meilleure amie a choisi Taylor Swift pour être la marraine de ses enfants, d'accord? Elles sont partout ensemble. Elles se font photographier. Elles partagent leurs secrets. Elles se disent tout. Elles se mettent en avant ensemble, traversent des relations, une décennie d'amitié. Elle et Ryan Reynolds, je crois qu'elle a dit que Ryan Reynolds était comme un frère pour elle, ou peu importe ce qu'on avait évoqué quand elle faisait la promotion de Deadpool pour lui. Et maintenant, nous sommes en décembre 2024 et sa meilleure amie sort et dit « Ça m'est arrivé à moi aussi, tu sais? J'ai été harcelée sexuellement par Justine Baldoni. C'est terrible. Tu vas me dire que ces filles n'en ont pas parlé toute l'année, sachant ce que nous savons maintenant, sachant que Blake a déclaré que Taylor était avec elle à chaque étape. Elle était avec toi à chaque étape de la réalisation de ce film, ce qui signifie que tu lui parlais tout au long du tournage, que tu lui racontais cet incident horrible qui t'est arrivé. Vous êtes si proches. Et pourtant, tu abandonnes cette plainte et Taylor Swift choisit de rester silencieuse. Vous y croyez, vous? Vous pensez vraiment que Taylor Swift choisirait de rester silencieuse si elle pensait ou savait que les accusations portées contre Justine Baldoni étaient vraies? Non, vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas non plus. Et voici ce que je veux te dire à ce sujet parce que pour moi, cela signifie que Brian Friedman doit faire venir cette fille à la barre immédiatement. Je te le dis, il doit interroger Taylor Swift sous serment parce qu'elle sait quelque chose. Ce que ça me dit, c'est qu'elle savait peut-être que Blake et Ryan orchestraient un plan pour prendre le contrôle de ce film. D'accord? Comme je l'ai dit, tout ce qui s'est passé en lisant cette plainte m'a fait penser à Taylor Swift, notamment avec les histoires autour de Deadpool, comme sortir un album, disséminer plein d'indices cachés, dire toutes ces choses sur Instagram. Pour moi, c'était comme un album de Taylor Swift. Puis on a découvert qu'elle était proche, qu'elle était impliquée dans tout ça, et je me dis juste, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le silence le plus assourdissant dans toute cette histoire, c'est que Taylor Swift n'a fait aucune déclaration lorsque la plainte a été déposée. Et elle aurait forcément été au courant, vu la nature de leur relation, que cela allait être déposé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ironiquement, dans l'affaire du docteur Luke, il était peut-être un homme en avance sur son temps, mais sa défense était que cet abus sexuel n'avait pas eu lieu. En réalité, Kesha fait ces allégations parce qu'elle veut modifier son contrat. Je dis juste qu'il y a là un peu d'ironie, d'accord? Bref, pour passer à autre chose, Ryan Reynolds, si vous ne l'avez pas vu, il a été aperçu plusieurs fois en public à New York ainsi qu'à un événement. Il paraît maintenant extrêmement mince. Il a beaucoup maigri, ce qui montre qu'il est stressé. Encore une fois, je ne souhaite rien de mal à lui ni à Blake. Je ne souhaite de mal à personne. Je veux juste dire, je suis presque comme insensible. Je ne ressens rien pour eux. Je n'ai aucune sympathie pour eux. Et je veux juste qu'ils récoltent ce qu'ils méritent, c'est-à-dire que les gens réalisent qui sont vraiment ces personnes. D'accord. Et donc, dans une découverte incroyablement psychotique, quelqu'un avec qui je travaillais m'a envoyé un message ce week-end et elle, on se plongeait toujours ensemble à fond dans la recherche tout le temps. On devenait juste obsédés par certaines choses. Et elle m'a envoyé un message au hasard pour m'informer que Ryan Reynolds a en fait publié un livre. Ce n'est pas lui qui a écrit le livre, mais en gros, et là on est dans du pur Comic-Con, les gars, vraiment, si vous êtes à fond dans l'univers Marvel ou DC, vous connaissez peut-être ce genre de choses. Moi, clairement, je ne connais pas du tout ce genre de choses, mais il crée en fait ses livres essentiellement sur tous les films. Et ce sont en quelque sorte des livres d'art. Celui-ci s'appelle Marvel Studios, Deadpool et Wolverine, l'art du film.
Je sais qu'il y aura quelqu'un regarde passionné par l'univers des comics. Cette personne dira « Candace, tu expliques n'importe comment. » Je fais de mon mieux, d'accord? En gros, ce que c'est une galerie d'œuvres inédites, c'est la description, ainsi que des lithographies exclusives et des analyses approfondies, d'interviews avec l'équipe créative. Donc, ces livres sont créés en allant voir l'équipe, en parlant aux personnages et en leur demandant aux personnes qui ont fait ce film, en gros, l'œuvre originale, la lithographie, peu importe, puis en leur disant « Racontez-moi comment et pourquoi vous avez créé ce personnage ». Donc, il s'assoit avec ces personnages et les personnes qui les ont créés et il leur pose des questions. Et j'ai peur. J'ai vraiment très peur. Donc, je vais vous lire directement ce que Ryan avait à dire lorsqu'ils se sont assis avec lui pour discuter de Nice Pool. D'accord? Je vais vous montrer ça et ensuite je vous donnerai la citation exacte. Vous pouvez afficher ceci. C'est tiré du livre. Je l'ai commandé. Ça m'a coûté 80 $. J'ai dépensé 80 $ pour ça afin que vous n'ayez pas à le faire. Il n'arrive que ce soir, mais elle a pu le faire. En fait, elle l'a trouvé sur une page YouTube très spécialisée de quelqu'un qui lit simplement des livres d'art Marvel ou autres. Et elle a pu en faire une capture d'écran. Et puis, je l'ai commandé, mais il n'arrive qu'à 22 heures. Ce soir, maudit soit-toi, Amazon. J'en avais besoin pour le spectacle aujourd'hui, mais ça va, de toute façon. Il dit, d'une certaine manière, Nice Pool est tout ce que Deadpool aurait aimé être, dit Reynolds. Vous savez, facile, décontracté, magnifique, des cheveux, un visage normal, des pistolets Desert Eagle calibre 50 plaqué or et ce magnifique costume. Mais la chose dont Deadpool est le plus jaloux, c'est bien sûr Dogpool. D'accord, je fais juste une pause ici. Bon, donc, il dit, maintenant que nous comprenons pourquoi ce personnage a été créé, que comme Ryan Reynolds, en fait, celui que je voudrais être, c'est Justin Baldoni, non? Il a cette prestance. Il est décontracté. Il est cool. On l'a mis dans ce magnifique costume. Mais la seule chose dont Deadpool est le plus jaloux, c'est bien sûr Dogpool. On sait que Dogpool, c'est Blake Lively. D'accord? C'est tellement glauque. Tellement glauque. D'accord, ça continue. Donc, à la base, Nice Pool existait juste pour introduire Dogpool, mais ensuite, il a évolué et grandi. L'idée de créer ce personnage basé sur des gars que l'on trouve dans le zeitgeist actuel, qui sont faux gentils, me plaisait. Ils peuvent se présenter comme très progressistes et éclairés. Nice Pool lui-même se revendique féministe, mais la réalité est bien différente. Ils parlent d'eux-mêmes comme de formidables alliés, mais sous cette façade, il y a quelque chose d'un peu faux et probablement horrible, dit Reynolds. J'aimais le fait que ce type recouvrait un peu tout ça. Sa connerie, pardonnez mon langage, avec ses délires ésotériques, son yoga chaud, son rééquilibrage des chakras, son petit chignon et tout ce bazar. Donc, on sème cette graine dès le début. Il est un peu faux spirituel, mais il pourrait aussi être le genre de salopard. Ça nous permet simplement de ne pas trop culpabiliser de lui ôter la vie brutalement. Fin de citation. Je me dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a créé ce personnage juste pour que je puisse le tuer. On a créé ce personnage et on a semé les graines très tôt pour que vous ne l'aimiez pas. Comme ça, à la fin, on pouvait vraiment s'acharner sur lui. On vous a montré, je crois que je vous ai montré sur mon Instagram, on ne pouvait pas vous montrer combien de fois il a été abattu et tué dans une piscine de glace. Et c'est drôle parce que mon monteur m'a dit, quand il a vu le film, que c'était bizarre parce que Ice Pool avait l'air sympa et puis il y avait juste cette scène où il le tuait. Il n'y a pas d'autre façon de voir ça que de le reconnaître. Ryan réalisait son fantasme de tuer Justin Baldoni à travers le film Deadpool. Et il n'y a vraiment aucun moyen de normaliser ou d'excuser ça. Il vivait un fantasme de tuer Justin Baldoni. C'est la réalité. D'accord. Il a écrit à ce sujet jusqu'à ses cheveux. C'était comme si Justin Baldoni le rendait fou. Il parle de tout ce dont Justin Baldoni parle sur son Instagram. Je t'ai dit quand je l'ai traversé. Je veux dire, il n'y a vraiment aucun doute que ce personnage qu'il a créé tardivement, que nous, on a parcouru la chronologie. Il a ajouté, comme il a collé toutes ces scènes à la dernière minute alors que le tournage principal, la partie photographie de lui, était déjà terminée. Et puis il dit, revenons, réunissons la bande pour que je puisse fantasmer sur le fait de tuer Justin Baldoni. Très, très étrange. Ça me met mal à l'aise. Ça me rappelle un peu, pour ceux qui regardaient Deadpool, c'était un peu comme quand j'avais 13 ans et tu écoutes Eminem et tu te dis, ouais, Slim Shady, c'est génial. Il va tuer Kim, il va tuer Kim, il va tuer Kim. Et puis tu grandis et tu te demandes, est-ce que Kim va bien? Est-ce que quelqu'un peut vérifier si Kim va bien? Il sort des poupées gonflables et fantasme sur le fait de tuer son ex. Genre, je sais pas, peut-être que ça te fait hocher la tête quand t'as 13 ans
Mais quand tu grandis, tu te dis, je crois pas que Slim Shady ait toute sa tête là-haut. Ce n'est pas normal. On ne peut pas juste appeler ça de l'art alors qu'on fantasme sur le fait de tuer des gens et ça me met vraiment mal à l'aise. Au fait, pas pour te rendre encore plus en colère, mais évidemment, avec toute cette histoire de cheveux et le fait de faire en sorte que Nispool ait les cheveux longs, ça a toujours été une caractéristique majeure. Et c'est pour ça qu'il en parle dans ce livre. Et je vais prendre le livre parce qu'il pourrait y avoir d'autres perles à l'intérieur. Donc voilà, c'est juste la première chose qu'on a. Je veux passer en revue Dugpole. Je veux tout passer en revue. Mais tu devrais savoir que la période où Justin Baldoni avait vraiment les cheveux très longs, ce qui a profondément bouleversé Ryan à un niveau presque spirituel, n'était pas quelque chose qu'il a fait pour renforcer un stéréotype. Genre, oui, mon cousin aime un peu le kombucha. En fait, je ne sais même pas s'il en boit. J'ai l'impression qu'il en boit et je pense qu'il est un stéréotype à bien des égards. Mais ses cheveux, il les a en fait laissés pousser pour les donner à des enfants atteints de cancer. Il a documenté cela. Il les laissait pousser parce qu'il voulait des enfants atteints de cancer. Les cheveux doivent atteindre une certaine longueur pour ça. Et puis, il les a coupés en avril 2023, juste avant ou le même mois où ils ont commencé le tournage principal de It Ends With Us. Et ses cheveux étaient évidemment devenus assez longs. Voici donc une vidéo de lui expliquant à ses enfants que ses cheveux vont à des enfants atteints de cancer, au cas où il vous faudrait une raison de plus de vraiment ne pas aimer Ryan Reynolds. Alors la raison pour laquelle tu les coupes comme ça, chérie, c'est parce que papa va donner ses cheveux à quelqu'un qui ne peut pas faire pousser les siens. Peut-être qu'ils ont eu un cancer, un peu comme une façade, ou qu'ils ont perdu leurs cheveux. Alors il va donner tous ses cheveux à quelqu'un. C'est pourquoi il faut le couper parfaitement, là. Tu es prêt? D'accord. On y va. 1, 2. J'aime ça. Oui, Quelqu'un va être si incroyablement heureux d'avoir ces magnifiques cheveux, si doux et soyeux au toucher. Papa, c'est vraiment, vraiment une chose extraordinaire et absolument merveilleuse à voir. C'est vraiment incroyable. Doux. J'aime ton cœur. Voilà donc, bien. J'ai donc cette théorie parce que ce que fait Ryan est tout à fait conforme aux règles, un abus narcissique. Ce n'est pas inhabituel que Deadpool ait une belle piscine. Le personnage existait. Il a ensuite transformé le personnage de la belle piscine en Justin Baldoni et l'a transformé en gros, selon la façon dont il ressentait ses insécurités à propos de Dogpool étant Blake Lively. Cela est devenu très clair une fois que nous avons pu parcourir ses messages et comprendre la situation, n'est-ce pas? Et j'ai réalisé que son problème, c'est le contrôle. Nous en avons parlé. Et la seule chose qui rendra vraiment fou quelqu'un qui présente ce genre de comportement, c'est d'avoir l'impression qu'on lui a retiré le contrôle. Et donc, je vous ai dit la semaine dernière qu'il y a un aspect de tout ça qui, j'en suis convaincue, a à voir avec Scarlett Johansson. D'accord, traitez-moi de fou, mais il faut que je vous en parle, OK? Je crois que pour Ryan Reynolds, c'est elle qui lui a échappé. Je suis désolée. Elle rayonne. Elle est magnifique. Je pense que objectivement, on peut simplement dire qu'elle a eu une carrière bien plus impressionnante que Blake Lively. Elle a toujours été une actrice de premier plan et elle a vu les signes tôt et a quitté cette relation et n'en a jamais vraiment parlé. Mais elle a failli dire que Ryan Reynolds était un peu contrôlant. Et moi, je vous mentionne aussi que même son amitié avec Hugh Jackman est basée sur le fait de se venger de Scarlett Johansson parce qu'elle a joué dans un film avec lui, un énorme succès au box-office. Et à un moment donné, pendant leur mariage, Hugh Jackman a dit quelque chose à Ryan Reynolds du genre qu'il était un petit voyou, comme « tu ferais mieux d'être gentil avec ma petite sœur », ce genre de choses. Et Ryan ne l'a jamais oublié, il était en colère contre Hugh Jackman. Et donc, il a fait semblant qu'ils avaient une sorte de rivalité. Mais au fond, Ryan était sérieux, mais ensuite, c'est devenu une bromance et une sorte de façon de dire « je ne sais pas quoi à Blake Lively », comme « en fait, je récupère cette personne dans ta vie ». Et j'ai juste trouvé ça très étrange qu'on apprenne ensuite que Ryan Reynolds fait tout ce qu'il peut pour que Wayfarer Studios soit mis sur liste noire à Hollywood, au même moment où c'est annoncé. On apprend évidemment que Scarlett Johansson fait ses débuts en tant que réalisatrice dans le film Eleanor. J'oublie le nom du film. Moi, Eleanor la Grande. Et c'était censé être la première fois. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a travaillé avec Justin Baldoni et Wayfarer Studios et a fait ses débuts en tant que réalisatrice. Et tout d'un coup, il se bat pour que Blake Lively devienne le réalisateur du film de Justin Baldoni. Il y a quelque chose là-dedans qui me donne un côté compétitif. Alors, j'ai pensé à ça, d'accord. Et une autre chose qui m'a frappée, c'est que cela m'a fait revenir à Brandon Sklenar et que Brandon Sklenar a donné une interview où il a dit qu'il ne comprenait pas essentiellement pourquoi Blake et Ryan étaient si gentils avec lui. D'accord. Et je me suis dit, quelle était son implication?
Je pense qu'un élément essentiel de cet abus narcissique est qu'il aimait les gens qui bombardent. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils font tous partie, en quelque sorte, de la toile de Ryan qui essaie de se venger de quelqu'un d'autre. Je pense qu'ils savaient que leur objectif final était de prendre le contrôle de ce film. Et donc, ils ont bombardé d'amour la jeune Lily Bloom, qui était Isabelle Farrow. Ils ont fait un bombardement d'amour. Brandon Sklenar avec genre « Oh, on va être le couple le plus incroyable. On va t'emmener à ces matchs de Wrexham. » Et oh, ils ont bombardé d'amour Lise Plank. « Ah, tu serais parfaite pour mon documentaire qu'on fait sur le football. Je ne sais pas pourquoi tu serais parfaite, mais tu le serais. Tu es exactement la personne qu'on recherche. » Donc, ils trouvent des gens dans leur orbite et ils les intègrent essentiellement en les entourant de célébrités et en les entourant d'argent ou de tout ce que cette personne désire. Je pense que Brandon Sklenar, à ce moment-là, de façon intéressante, je ne sous-entends rien, mais il a signé un contrat avec WMU. Avant cela, il n'était pas avec l'une des grosses pointures. Il n'était pas avec WME ou CAA. Et puis, tout à coup, il décroche un contrat avec WME. Alors, écoutez Brandon Sklenar sur le tapis rouge lorsqu'un journaliste lui demande lors de la soirée de première comment, vous savez, Blake et Ryan se sont pris d'affection pour lui. Écoutez. Je pense que la famille Reynolds vous apprécie beaucoup. Beaucoup. Ils se sont vraiment pris d'affection, c'est sûr. Et j'en suis très reconnaissant parce que franchement, je ne pense pas que je pourrais avoir de meilleures personnes de mon côté. Ils ne cessent de m'impressionner par leur authenticité et leur gentillesse. Et je veux dire, être sous les projecteurs comme ils le sont, et malgré tout, si vous les connaissez, vous savez qu'ils accordent énormément d'importance à leur famille. Et je pense qu'on le ressent chez eux aussi bien en tant que personne qu'en tant qu'artiste. C'est vraiment une preuve de ce que l'on peut être et de ce vers quoi on devrait tendre, honnêtement, sincèrement. Maintenant que nous savons ce qu'il faisait en coulisses, entendre ce genre d'éloge de sa part est assez étrange. Mais encore une fois, leur cible, c'est Justin Baldoni. Donc, ils doivent être formidables avec tout le monde d'autre. Alors, j'ai commencé à me demander, qui d'autre recevait autant d'attention à cette période? Nous avons Lise Plank, nous avons Brandon Sklenar, nous avons Bloom, la toute jeune Lily Bloom, Isabelle Ferrer. Et je me suis rendu compte qu'en parcourant son Instagram, celui de Ryan Reynolds, il y a énormément de Channing Tatum qui sort de nulle part. On voit Channing Tatum partout. Et quelqu'un a dit que Channing Tatum avait en gros fait une apparition en caméo dans le rôle de Gambit dans le film Deadpool. Donc je me dis, c'est intéressant. Et il ne s'est pas arrêté au fait qu'il joue un personnage dans Deadpool. Mais il l'a aussi emmené à Wrexham et l'a inclus dans une publicité. Regardez ça. On va vous montrer 7 secondes de cette pub Wrexham avant que YouTube ne nous tombe dessus pour avoir volé de la musique. Écoutez ça. Très bien, les gars. Vos patrons ne sont absolument pas contents de vos danses de célébration exubérantes. Alors, buvez donc. Essayez de suivre le rythme. Donc, ils dansent dans cette pub et tout ça. Encore une fois, des croisements bizarres. Je sais qu'ils ont tous les deux travaillé avec Marvel, mais ils n'avaient ni pas cette sorte de bromance. C'est aussi à l'époque de la période folle de Justin Baldoni. Alors, j'ai commencé à me demander quel est le lien ici. Qu'est-ce que je rate à propos de Channing Tatum? Et ça doit forcément avoir un rapport avec le pouvoir. Ça doit être une question de contrôle. Ça doit être lié à l'abus narcissique. Et puis, ceci a attiré mon attention de façon très intéressante. D'accord? Scarlett Johansson était co-vedette. D'accord, en tant qu'intérêt amoureux aux côtés de Channing Tatum à cette époque aussi. Donc, elle avait quelques atouts de son côté. Elle a énormément d'atouts. Mais tu vois ce que je veux dire. Elle avait aussi son premier film en tant que réalisatrice à venir, qui devait commencer à être tourné en 2023, Eleanor the Great, avec Wayfarer Studios. Il commence à cibler Wayfarer Studios et il veut la faire devenir réalisatrice. Elle tournait aussi avec Channing Tatum en tant qu'intérêt amoureux dans un film appelé Fly Me to the Moon. OK, et tout à coup, Channing Tatum est maintenant... C'est annoncé en 2024, après que le tournage principal de Deadpool ait déjà commencé, que Ryan le fait venir pour jouer Gambit, juste pour un caméo. Et les gens ont pensé d'ailleurs, dans l'univers Marvel, que c'était incroyable. Un acte de gentillesse extraordinaire, parce que pendant des années, il y a toute une longue histoire sur le fait que Channing Tatum voulait jouer Gambit depuis qu'il était enfant. C'était le rêve de sa vie. Il a failli y arriver. Et puis Marvel a été vendu à Disney et ils l'ont laissé tomber, donc il n'allait plus être la vedette du film. Et puis tout à coup, voilà que ça arrive. Le gentil Ryan Reynolds entre en scène alors qu'il passe du temps avec son ex-femme et dit
je vais t'offrir un caméo ici, mais je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive. Je me suis dit, peut-être que c'était vraiment juste un timing extraordinaire. Peut-être que ce n'était même pas Ryan Reynolds qui a choisi Channing Tatum pour Deadpool et Wolverine. C'était un autre cadre. Et c'était vraiment juste quelque chose de spontané qui s'est produit et ils sont devenus amis. Mais je me suis dit, laisse-moi creuser parce que j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui a choisi Channing Tatum et qui a fait en sorte que ça arrive, que ce caméo ait lieu. Et puis j'ai trouvé Channing Tatum chez Jimmy Fallon disant « Ouais, merci à cet être humain merveilleux, Ryan Reynolds. Écoutez ça. » Est-ce que Ryan Reynolds s'est impliqué? Ryan, je l'ai déjà dit. Écoute, cette industrie est vraiment un univers particulier. Et je peux honnêtement dire qu'il n'y a pas une seule personne qui soit plus classe et qui se soucie plus des autres que cet homme. Il a sorti Gambit de... C'était vraiment comme la tombe, il n'y avait rien nulle part. Et il a dit « Non mec, je veux ça, je le veux pour toi, je le veux dans le film et j'ai envie de le voir. » Et il l'a rendu possible et je lui en serai toujours reconnaissant. C'est juste incroyable. C'était lui. Je veux ça pour toi, Brandon Sklenar. Je veux ça pour toi, Channing Tatum. Je veux ça pour toi, Isabelle Ferrer. Non, c'est à propos de Ryan. Et il essaye toujours de se venger de quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, je te le dis, ce n'était pas à propos de toi, Channing Tatum. Je suis désolée. C'était à propos de Scarlett Johansson. Il la mettait sous pression parce qu'il ne s'est jamais vu aussi réussi qu'elle. Et c'est elle qui est partie. Je pense qu'elle a vu les signes plus tôt qu'il était un abuseur narcissique. Bref, tout ça, c'est complètement fou. Je devais absolument vous donner une mise à jour à ce sujet. Je sais que j'ai tendance à osciller entre devenir Brigitte. J'ai l'impression d'être en France. Et puis, soudain, je me dis que je dois absolument parler de cette histoire parce qu'elle devient de plus en plus folle. Mais voilà la mise à jour que nous avons pour vous. Et maintenant, je vais vous parler de quelques-uns de nos sponsors incroyables. Vous savez à quel point on adore Preborn. Vous savez à quel point nous sommes pro-vie. Et je sais qu'il y a tellement de femmes qui ont du mal à prendre cette décision, et certaines prennent la pilule abortive. Eh bien, sachez que si vous avez des regrets immédiats à ce sujet, il existe désormais un traitement de réversion qui offre aux femmes une seconde chance de choisir. Cela permet de redonner la vie à des bébés. En vous associant au ministère Preborn, vous donnez aux femmes le pouvoir d'inverser la malédiction. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que même si Roe a été annulé et que l'avortement a été fortement restreint dans de nombreux États, la pilule abortive a supplanté les avortements chirurgicaux, représentant plus de 60% des avortements. Le réseau de cliniques Preborn est prêt à accueillir les femmes dans les heures sombres. Elles te les rencontrent avec l'amour de Dieu, leur offrent des services gratuits pour les aider à choisir la vie grâce aux échographies et au protocole de réversion de la pilule abortive. Preborn a sauvé plus de 300 000 vies. Commencez cette nouvelle année en soutenant la vie et en faisant un don à Preborn dès aujourd'hui. Une échographie ne coûte que 28 $ et 140 $ sauveront 5 bébés. Pour faire un don, composez le dièse 250 et dites « bébé ». C'est donc dièse 250 bébés ou faites un don en toute sécurité sur preborn.com/Candace. Encore une fois, c'est preborn.com/Candace. Et aussi, maintenant que le docteur Fauci a été gracié RFK Jr., va révéler ce que la plupart d'entre nous savaient déjà au fond d'eux-mêmes à propos de la pandémie. Malheureusement, cet effort n'aidera pas les millions de personnes qui ne se sont jamais senties les mêmes après avoir contracté le virus ou reçu les injections d'ARNM. Heureusement, Pfizer a été contraint de publier une liste détaillée des effets secondaires associés à ces vaccins COVID-19. L'un des effets secondaires les moins graves mais les plus courants est le syndrome de la COVID longue, causant brouillard cérébral, fatigue chronique et essoufflement. Eh bien, l'entreprise de bien-être vous facilite la tâche avec son nouveau support pour le syndrome COVID long. Vous obtenez 4 nutraceutiques formulés par des médecins contenant 5 à 8 plantes et minéraux dans chaque flacon, conçus pour s'attaquer aux causes profondes. La détox ultime pour un esprit revigoré, une énergie accrue et un cœur sain. Dr. McCullough de la Wellness Company recommande un rétablissement durable grâce à la santé holistique. Vous pouvez explorer des solutions plus ciblées comme le soutien aux personnes atteintes du syndrome de la COVID longue. En ce moment, mes auditeurs économiseront 34 $ sur leur commande ainsi que la livraison gratuite en se rendant sur twc.health.candice et en utilisant le code Candice au moment du paiement. Encore une fois, c'est twc.help/Candice et vous pouvez utiliser le code promo Candice aujourd'hui. D'accord, je dois me lancer dans ce débat étrange. Nous vivons une période étrange. Tout est une nouvelle ère. Nous sommes simplement dans une nouvelle ère. Je ne sais pas de quelle ère il s'agit. Tu sais, Taylor Swift se fait huer. Je ne sais pas dans quelle ère je me trouve à être d'accord avec des gens de gauche sur beaucoup de choses et en désaccord avec certaines personnes de droite sur d'autres. Mais ce passage entre Tucker Carlson et Piers Morgan va vraiment au cœur du problème. Je pense qu'on choisit simplement des réalités différentes.
c'est comme si quelque chose se fragmentait dans l'univers. On est tous en train de se diviser et de se dire, est-ce d'accord, soit je vois les choses comme ceci, soit je les vois comme cela. Et je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi peu controversé à énoncer qui soit reçu de façon aussi controversée. Et j'ai une relation avec Piers Morgan, c'est-à-dire que j'ai participé à son émission. Il est venu dans la mienne et je veux vraiment préciser dès le départ qu'il n'y a aucune insulte envers Piers Morgan ici parce que je pense que rien qu'en accueillant les deux côtés du débat sur Gaza et Israël, il a rendu un service remarquable dans son émission. Mais ce passage est inquiétant, d'accord? Trouvez ce que Tucker Carlson dit ici qui est faux, d'accord? Je vais vérifier le chat. C'est peut-être fou. Peut-être que je n'entends pas bien. Écoutez ça. Si vous tuez intentionnellement des civils, vous ne devriez probablement pas vous en vanter et bomber le torse. Vous savez, peut-être qu'on peut défendre ce point de vue. Je suis d'accord avec ça. Peut-être que vous pouvez dire qu'on a dû le faire ou peu importe, mais vous devriez pleurer. Et c'est mal. Et vous devriez simplement dire que c'est mal. Et je sais que c'est vraiment menaçant pour Ben Shapiro de dire ça ou peu importe. Est-ce que c'est mal? Tuer des civils volontairement? Oui, ça l'est. Je pense que oui. Vraiment, des enfants et des gamins. Comment ça ne le serait pas, en fait? En temps de guerre? Eh bien, tu peux appeler ça comme tu veux. Comment est-ce juste de tuer des femmes et des enfants? Ouais. Donc, je ne sais pas comment, mais cet extrait est sorti de son contexte et commence à devenir viral. Et les gens ont tendance à penser que ce n'est pas potentiellement même juste poser la question. Il dit, est-ce mal, en temps de guerre, de cibler des innocents? Rien que poser cette question, pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre le niveau de propagande absolument incroyable qui essaie de lier de manière indissociable l'Amérique à l'État d'Israël. Au point qu'on essaie maintenant de nous convaincre que bombarder des civils innocents et sans défense n'est pas toujours, en toutes circonstances, une mauvaise chose. Et vraiment, comme je l'ai dit, c'est un contraste frappant avec l'éducation que nous avons reçue, où l'on nous apprenait que ce genre de choses était manifestement mal. C'est précisément pour cette raison que nous avons dû créer, que nous avons la CPI, afin de nous assurer que des situations comme celle-ci ne puissent pas se produire. Et donc, j'ai été tellement choquée, et je veux être claire, quand on parle des deux côtés de ce conflit, d'otages innocents ou d'enfants innocents, tout tort causé à l'un ou à l'autre, est triste et c'est mal. Mais c'est incroyable que nous ayons passé 2 ans à être manipulés, à regarder des enfants exploser, à voir des femmes exploser, à voir des enfants pleurer, à voir des enfants mourir de faim. Et tout à coup, les médias occidentaux se lancent dans une véritable campagne de propagande parce qu'un otage a été libéré et que cet otage, sans aucun doute, était clairement affamé, avait énormément perdu de poids. Et il y a des gros titres partout à ce sujet. Tout le monde en parle. C'est comme si c'était la raison pour laquelle nous devons comprendre qu'il faut s'impliquer. Trump est sorti et a dit qu'il ressemblait à une victime de l'Holocauste. D'accord. Et je me demande juste où étaient toutes les voix l'année dernière quand tout le monde, de l'UNICEF à toutes les organisations mondiales auxquelles je peux penser, disait que les enfants de Gaza étaient affamés. Nous avons vu les images de ces enfants affamés et en pleurs. Et tout le monde est resté silencieux. Personne ne s'en souciait. D'accord, donc je vais juste vous montrer ce reportage de CNN qui est sorti l'année dernière et qui, pour une raison quelconque, n'a pas suscité autant d'indignation. Écoutez bien. Les hôpitaux de Gaza sont remplis de cas de malnutrition, affirment les médecins, nécessitant des soins spécialisés qui n'existent tout simplement pas. Eunice a 9 ans. Sa mère lui enlève son t-shirt pour montrer les preuves douloureuses de la malnutrition et d'une déshydratation extrême. Elle dit qu'il était en bonne santé jusqu'à ce qu'il soit déplacé plusieurs fois, du nord de Gaza à Rafah, puis vers une zone de plage où, selon elle, ils n'ont même pas de tente. La nourriture n'était plus disponible, dit sa mère. Les conditions de vie étaient mauvaises et l'eau était polluée. Je suis en train de perdre mon fils sous mes yeux. Plus de 50 000 enfants ont besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Le monde entier. C'était comme si le monde entier détournait le regard. Les médias occidentaux ont détourné le regard lorsque ces enfants mouraient de faim. Et maintenant, tout à coup, on récupère un otage qui était affamé dans une zone où l'on savait que la nourriture n'entrait pas. Et on nous a manipulés. On nous a dit que le fait de le remarquer relevait de l'antisémitisme, ce qui est choquant car les Palestiniens sont sémites. Et maintenant, tout à coup, on récupère un otage en mauvais état, ce qui n'est pas acceptable. Je veux être très clair, c'est ma perception. Toute personne qui est affamée, qui n'a rien à voir avec ça, comme l'a dit Tucker, des innocents, surtout des femmes et des enfants, pourtant.
Et c'est comme si c'était tout ce dont ils voulaient parler. C'est comme si on avait enfin compris. Et donc, juste pour que ce soit clair pour les gens, c'est pourquoi les gens voient Israël comme un État suprémaciste ethnique. Parce que ce que vous signalez aux gens encore et encore, c'est que si un Israélien est affamé, si un Israélien est tué, alors c'est problématique. Mais si des dizaines de milliers d'enfants sont assassinés ou une population entière meurt de faim, c'est tout simplement le prix de la guerre. OK, ce n'est pas un bon message. Et il n'y a aucune quantité d'ingénierie sociale ou de propagande qui pourra me convaincre que ce qui est arrivé aux enfants de Gaza est acceptable. Donc, j'ai choisi la réalité, peu importe où se trouve Tucker Carlson, où l'on peut simplement qualifier les choses de mauvaises. Et nous pouvons dire qu'il y a quelque chose de profondément mauvais dans nos médias qui essaient de nous transformer en suprémacistes et de reconnaître que ce qui se passe là-bas est un mal, alors que nous parlons de ces enfants comme s'ils étaient simplement de l'immobilier, comme s'il s'agissait d'une transaction immobilière. Aucune quantité de propagande ne pourra changer cela. Et donc, d'ailleurs, c'est le moment parfait pour vous annoncer une nouvelle incroyable pour ceux d'entre vous qui savaient que je pars en tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que nous devons reporter cette tournée à l'automne. Mais la bonne nouvelle, c'est la raison de ce report. Comme vous le saviez, l'année dernière en Australie, j'ai eu énormément de groupes. L'ADL, tout le monde s'en est pris à moi pour avoir dit des choses parfaitement évidentes qui, à mon avis, ne peuvent pas être contestées ou manipulées, à savoir que nous devons protéger les enfants innocents. Et c'est ce qui s'est passé lorsque j'étais censée partir en tournée en Australie, avant même de faire ma demande de visa. Mon visa a été publiquement refusé, à nouveau avant même que je ne le demande, par leur ministre Tony Burke. Il a dit qu'il ne me laisserait pas entrer car les dirigeants de la Fédération sioniste d'Australie avaient déclaré que j'étais extrême et que mon visa devait être annulé. Il n'aurait pas pu être annulé, je n'avais pas encore de visa. Pour faire court, vous savez, quand nous avons finalement fait la demande, c'est Tony Burke qui est intervenu et a dit « Tu ne peux pas entrer dans ce pays ». Et il m'a traité de tous les noms. C'était un document stupéfiant dans lequel on m'accusait d'être islamophobe, antisémite, raciste envers les personnes noires. Je veux dire, vous pouvez tout imaginer, même misogyne qui se déteste lui-même. Tout y était. En gros, il voulait juste que les gens sachent qu'il n'y a absolument personne que j'aime. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas venir dans le pays. Et aussi, je veux être très claire, même lorsque nous avons soumis ma demande, il y avait aussi des groupes juifs qui n'étaient pas d'accord avec cela. Donc ce n'était pas seulement qu'ils étaient en désaccord avec la Fédération sioniste et disaient « Même si je ne l'aime pas, même si je n'aime pas sa position sur Israël, elle devrait avoir le droit de s'exprimer. » Donc, vous voyez, le débat avait lieu des deux côtés. Mais nous avons fait appel, nous avons présenté notre recours, à la Haute Cour, qui est en fait leur Cour suprême. Et nous venons d'apprendre que l'ensemble des juges veut siéger pour cette affaire. C'est-à-dire que la Cour entière, au lieu d'avoir simplement un juge ou quelqu'un pour l'entendre, non seulement ils acceptent cette affaire, mais c'est la Cour suprême au complet, si vous voulez, de l'Australie qui va examiner ce dossier, ce qui aura lieu prochainement. Et donc, cette affaire, si vous souhaitez la suivre, c'est quelque chose pour laquelle je suis profondément honorée d'en être le sujet. Je ne pourrai pas être présente lors du procès lui-même, car je ne peux pas entrer dans le pays, mais il s'agit de Candace Owens-Farmer. Contre le ministre des Affaires, contre le Commonwealth d'Australie. Nous allons donc repousser notre tournée en espérant qu'il rende cette décision la plus cruciale concernant la liberté d'expression en notre faveur. Évidemment, nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous allons repousser la tournée jusqu'à l'automne. Je voulais donc simplement vous donner cette mise à jour. Quoi qu'il arrive, pour être clair, je n'ai aucun regret. Vous savez, si le prix à payer pour jouer le jeu est faire semblant, et vous savez, je peux aller n'importe où dans le monde tant que je fais semblant de ne pas voir des enfants bombardés et affamés, des femmes qui pleurent, crient et hurlent. Je préfère ne pas pouvoir me déplacer dans le monde. Je ne veux tout simplement pas vendre mon humanité. Je suis tout à fait d'accord avec Tucker sur le fait que le mal est le mal et que nous ne devrions pas nous voiler la face. C'est comme si, c'est pire quand un Américain meurt que quand quelqu'un d'autre meurt. Comme vous savez, si un Américain meurt, alors nous devrions tuer 1 million d'Irakiens. Ce n'est pas comme ça que mon cerveau fonctionne. Comme des Irakiens innocents. Je ne pense pas comme ça. Je ne veux jamais penser comme ça. Je ne veux jamais plier le genou devant le mal, comme je l'ai dit de nombreuses fois. Très bien, les gars, je veux vraiment aborder vos commentaires à propos de toute cette histoire avec Baldoni et de ce dont nous parlons. Et d'ailleurs, je vois des gens dans les commentaires en ce moment. Je veux dire qu'il semble qu'il faille, pour défendre ce qui se passe en ce moment en Israël, se fermer les yeux face au mal. Et c'est étrange. C'est étrange de voir des personnes que je respecte profondément en politique ne pas être capables de dire ce que Tucker a dit aussi clairement et aussi simplement.
Avant vos commentaires, je veux vous rappeler American Financing. La personne moyenne a du mal à suivre ses dépenses mensuelles. Souvent, il reste peu à la fin du mois pour couvrir des dépenses supplémentaires. La plupart des Américains ne reçoivent pas de grosses augmentations. Les dépenses augmentent et il est difficile de s'en sortir sans carte de crédit. Mais si vous êtes propriétaire et en avez assez de ce cycle, vous pouvez passer un appel de 10 minutes sans engagement à mes amis d'American Financing. Si vous avez un solde de carte de crédit avec un taux dans les 20 ou 30 % American Financing peut vous montrer comment mettre à profit la valeur nette de votre maison et vous sortir de l'endettement. Leurs conseillers hypothécaires économisent en moyenne 800 $ par mois à leurs clients. Commencez aujourd'hui et évitez votre prochain paiement hypothécaire. Il n'y a pas de frais, cela ne coûte rien de savoir combien vous pourriez économiser. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. C'est le 807 95 12 10. Ou visitez americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net Owens. Très bien les gars, passons à vos commentaires. Deuxième livre, tu peux aller lui faire un sandwich.com. Mon Dieu, les gars, vous n'avez aucune idée de l'histoire derrière ce livre. Je l'ai arraché des mains de 2 éditeurs et je suis tellement heureuse que nous soyons maintenant maîtres de ce livre. Et le timing, c'était vraiment le timing de Dieu avec tout ce qui se passe, les questions que nous commençons à nous poser. Je pense que de plus en plus de gens se rapprochent du centre, prennent position et sont prêts à parler de ce féminisme radicalisé et je ne sais pas si nous aurions pu faire ce livre. Il y a 1 an ou 2, je ne pense pas que ça aurait marché, mais le moment est bien choisi. Et donc, nous avions déjà prévu de le sortir pour la Saint-Valentin et d'encourager tout le monde. Il est disponible en pré-vente et il sortira à la fin de l'été. Alors, allez sur makehimasandwich.com et vous allez adorer. Aussi, les gens commentent à propos de cette nouveauté. Oui, bien sûr, c'est sorti. Je vous l'ai dit, les gars, tout est faux et gay. On ramène les années 90, tout le monde s'entendait bien et disait gay, pas pour dénigrer les homosexuels, mais parce qu'on appelait juste tout faux et gay, car on était cool dans les années 90. Tout le monde était cool, on portait des salopettes, on économisait pour aller à Disney. Tout était détendu, tout est devenu fou dans les années 2000. Je ne sais pas qui on peut blâmer, mais on trouvera quelqu'un à blâmer. Très bien. Qui avons-nous dans les commentaires aujourd'hui? Talia écrit « Tellement excitée pour cette émission aujourd'hui. En tant que fan de Philly, les huées étaient diaboliques pour TS. J'encourageais évidemment Philly. J'ai vécu à Philly. Je me suis fiancée à Philly. Au fait, je me suis fiancée là-bas. Si vous êtes à Philly, le restaurant Mellegrano est fantastique. C'est en centre-ville, allez-y. Oh, Nicolas, c'est un Swift. Il donne son avis. Incroyable. D'accord. Nicolas écrit « Candace, je suis un Swift depuis Speak Now et j'aimerais donner mon avis sur le statut actuel de Taylor en matière de relations publiques. Où puis-je t'envoyer un message? Juste là. Nicolas, tu aurais pu m'envoyer un message? Juste là. Je l'aurais lu à voix haute. Il dit qu'elle est en train de répéter toute son exposition médiatique de 2016. J'ai des réflexions et des détails sur sa récente sortie avec Selena Gomez juste avant le Super Bowl. C'est connu dans le fandom que Selena et Blake ne s'aiment pas. Je ne savais pas ça à propos du fandom. Oh, je vais me renseigner sur tout ça. Merci beaucoup. Stacy écrit et vous pouvez toujours m'envoyer un email, vous tous, pour tout scoop que vous avez à infobecanisowen's.com. Stacy écrit « Candace, as-tu écouté le podcast Gents Talk avec Justin Baldoni? » Tout le monde dans les commentaires te taguait. Je ne l'ai pas écouté parce qu'il venait juste de sortir il y a à peine 1 heure. Je savais qu'il allait sortir, mais je savais aussi qu'il avait été enregistré avant, évidemment, que les poursuites soient abandonnées. Donc, c'était un excellent coup de marketing de leur part. Mais je sais que j'ai vu quelques extraits où il disait qu'il avait de l'anxiété. Donc, je vais certainement regarder ça et commenter dessus, probablement sur mes stories Instagram. Je ferai ça parce que demain, on va replonger dans Devenir Brigitte. Brian Schwartz écrit « Je ne suis pas sûr que Pierce comprenne la nature de cette guerre à Gaza. Il dit que c'est une guerre, mais que c'est une sale guerre. Pierce est un peu naïf, presque comme un gamin, et il ne remet pas l'autorité en question. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il a peur d'être annulé. Je veux dire, je n'ai pas traversé quelque chose de normal l'année dernière juste pour dire une vérité. Tu sais, ce n'est pas normal. C'est comme rien de ce que j'ai pu voir auparavant en termes d'utilisation des médias pour faire croire aux gens que tu es haineux, alors qu'en réalité, ce sont eux qui sont haineux, ce sont eux qui sont inhumains, et c'est eux qui essaient de faire de la propagande et de laver le cerveau des gens pour qu'ils acceptent la mort d'enfants parce qu'ils sont, eh bien, ironiquement, sémites. Comme je l'ai dit, les Palestiniens sont sémites. Donc, ça n'était pas facile de traverser ce que j'ai traversé l'année dernière. Mais je n'ai jamais perdu la foi, tu sais. Il faut juste faire ce qui est juste. Et à la fin de la journée, je ne pense tout simplement pas que le mal l'emporte.
Je pense qu'il peut gagner temporairement. Je pense qu'il peut gagner rapidement. Mais je ne pense pas qu'il gagne à la fin. Nous avons Lisa qui écrit « Kanish, tu es une telle source d'inspiration et un modèle pour les jeunes filles partout dans le monde. Merci beaucoup. » Réal Nijachik écrit « Merci Candace, tu m'as appelé Canada, mais ce n'est pas grave d'être une battante et de défendre la vérité. Est-ce que ton nouveau livre sera disponible à l'achat au Royaume-Uni? » Oui, vous ne pouvez pas l'obtenir. Nous avons reçu énormément d'emails à ce sujet. J'aurais dû répondre à cette question. Vous ne pouvez pas obtenir le livre en prévente. Si vous êtes à l'étranger, il y a une raison à cela. C'est juste comme ça que fonctionne le monde de l'édition. Donc, pour la prévente, ce n'est pas possible, mais une fois qu'il sera officiellement en vente, vous pourrez l'obtenir à l'étranger. Je vous tiendrai donc au courant de tout cela. Si vous vous êtes inscrit au club de lecture, n'oubliez pas que nous lisons Chaos. Et notre première réunion du club de lecture aura lieu demain. Il suffit d'aller sur canisowens.com. Nous allons parler de la première partie du livre. C'est une lecture complètement folle et je suis vraiment impatiente. Soyez indulgents, car ce sera la première fois que nous faisons cela. Donc, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, je vous promets que nous rattraperons tout. Et à part ça, ce lundi a été incroyable et explosif. Et je vous retrouve demain.